Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. C'est ici, Carole. Bienvenue dans cette table ronde autour du sujet du numérique au service du bien commun. Donc, on est ensemble pour 1 heure avec vous ici et des personnes en ligne, à la fois parmi les intervenants et parmi les participants. Et donc, on va démarrer pendant que vous continuez à arriver. Et donc, la question, c'est, pour cette table ronde, c'est: et si demain, nous devions choisir de n'utiliser le numérique que pour certaines causes et pour servir l'intérêt général? Si demain, on devait trancher entre l'hyperconnexion des uns et la survie des autres, les uns pouvant être des êtres humains, des entreprises, même des objets, des systèmes, tandis que les autres seraient eux-mêmes aussi peut-être des êtres humains, des entreprises, des écosystèmes. Si aujourd'hui on devait choisir collectivement, qu'on soit une entreprise, un territoire, une association ou un citoyen, quelle technologie numérique déployer de manière à créer un quotidien plus durable et plus solidaire? Alors que le numérique est présenté comme une solution, parfois même la solution miracle, aux enjeux sociétaux, environnementaux, énergétiques de notre époque, il représente lui-même un enjeu de taille. Il absorbe 10% de l'électricité mondiale et représente 4% des émissions de CO2 de la planète, soit l'équivalent du secteur de l'aéronautique. Et ces émissions du numérique représenteront en 2025, donc dans moins de 4 ans, 8% des émissions mondiales de CO2. Donc autant dire qu'il est important de choisir quelles technologies ont un réel impact sur l'amélioration de la vie sur Terre. Mais avant de choisir, il est important d'observer et de réfléchir. Comment le numérique peut répondre à des enjeux environnementaux, sociétaux, et comment le numérique va être bénéfique à notre quotidien sur ces questions environnementales, sociétales, sanitaires, avec une balance bénéfice supérieure aux impacts négatifs sur l'environnement et donc la santé des êtres humains et des écosystèmes. On va découvrir dans cette table ronde 4 exemples d'usage numérique au service du bien commun, chacun présenté par un acteur du service public, du secteur public, privé et de l'économie sociale et solidaire. Donc pendant environ 45 minutes, nous allons écouter nos intervenants présenter leurs outils de Tech for Good et vous pourrez vous poser vos questions à la fin de la séance. On aura une dizaine de minutes pour apporter des réponses ou des éclairages. Alors, pour éviter la circulation du micro et des virus dans la salle, on va vous inviter à utiliser la plateforme Evensia. Donc Evensia, c'est la plateforme par laquelle vous êtes inscrit au Forum DD. Pour y accéder, donc vous allez sur le site web leforumdd.fr. Voilà, leforumdd.fr. En haut à droite, vous avez un bouton. Vous pouvez accéder à la plateforme virtuelle, c'est ce que dit le bouton, et vous insérez votre email, l'email d'inscription. Donc en principe, vous devriez arriver sur une page où vous trouverez différentes fonctionnalités, la rediffusion, le chat, les questions, etc. Donc ça, c'est valable donc pour les personnes qui sont dans la salle. Et puis celles qui sont en ligne sont de toute façon déjà sur Evensia. Ça va pour Evensia? Ok. Alors, on va commencer à faire les présentations. Donc, du coup, je vais présenter d'abord Farid Magnani, qui est cofondateur de la start-up Tech for Gaia, donc tech de couleur jaune, écharpe de couleur jaune. On a Rémi
Banyuls, pardon, directeur du développement économique à l'Eurométropole de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Bardot, président cofondateur de Simplon et cofondateur de Tech for Good. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Et on n'a pas que des hommes, on a aussi Victoria Pagnon qui nous suit depuis Paris. On devrait avoir le visuel. Et Victoria Pagnon travaille à la Poste en tant que coordinatrice de French IoT. Victoria, je suis ravie. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Ah, d'accord. Moi, je vous vois, en tout cas, et ravie de participer. Ravie de participer. Je suis actuellement au siège de DocaPost, donc la filiale numérique du groupe La Poste, à Ivry-sur-Seine. Bienvenue parmi nous, en virtuel. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous, les intervenants, mais aussi pour vous, les participants, sur place ou en ligne. Donc là, vous pouvez utiliser Evensia pour répondre à cette question que je vais vous poser. Si vous deviez recommander une appli ou un outil numérique qui a contribué à améliorer la vie, la qualité de vie, la santé, ou qui a contribué à limiter votre impact sur l'environnement, par exemple, qu'est-ce que ce serait? Quelle appli ou outil numérique est-ce que vous nous conseilleriez? Alors, je vais commencer avec Victoria, depuis Ivry-sur-Seine. Je pense naturellement à l'application Streetco. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Streetco, c'est le GPS piéton collaboratif adapté au déplacement des personnes à mobilité réduite, et évidemment donc des personnes qui sont en fauteuil ou plus ponctuellement des personnes qui se déplacent avec des béquilles ou tout simplement des parents qui sont accompagnés de jeunes enfants avec des poussettes. Donc cette application fonctionne comme un Waze qui va nous proposer de suivre le meilleur itinéraire le plus adapté en fait à notre besoin d'accessibilité. Pour éviter tous les obstacles sur le chemin et nous permet également de localiser les lieux accessibles autour de nous, que ce soit des places de parking, des commerces, des gares, etc. Donc cette application donc, est collaborative, comme on l'a dit. Donc plus elle est utilisée par un grand nombre de personnes qui vont signaler donc, en temps réel les obstacles au quotidien sur leur parcours, plus elle sera bénéfique pour les personnes qui en ont le plus besoin. Et l'expérience utilisateur est gamifiée. Donc, plus on a participé à référencer des lieux accessibles autour de soi, on gagne des trophées. Donc, ça incite un petit peu à participer. Et voilà. Donc, moi, ça, c'est une recommandation. L'application est gratuite, disponible sur les stores. Voilà. Merci, Victoria. Eh bien, on va continuer avec la recommandation de Frédéric. Alors moi j'ai beaucoup réfléchi, je vais en citer 3 forcément, comme ça je prendrai autant de temps que Valérie. Je dirais Yuka, voilà, que vous connaissez tous bien, l'application aussi du VVF qui s'appelle WAG, W-A-G, We Hack for Good, et je vous laisse choisir laquelle, mais une application de méditation aussi, parce que ça agit aussi très profondément sur notre planète et sur nous. Moi j'ai Insight Timer. Moi, j'ai Sattva, mais ça pourrait être Headspace, Petit Bambou, ce que vous voulez. Ok, alors Rémi? Je voudrais parler d'une entreprise qui est lauréate de notre projet Territoire de santé de demain, qui est porté par l'Eurométropole de Strasbourg, qui est Etireo, qui travaille à la fois sur le numérique, mais aussi sur le physique, sur l'activité physique adaptée en entreprise, pour améliorer la santé des salariés, mais aussi de l'entreprise. C'est une belle petite entreprise qui est en train de se développer, qu'on va tester d'ailleurs à l'Eurométropole, qui est issue d'une collaboration entre FizzUp, qui est le leader national du coaching sportif originaire de Colmar,
Ciel Bleu, donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire originaire de Strasbourg, et Soliver, un autre entrepreneur important local de l'économie sociale et solidaire qui est issu de Molsheim, donc une belle entreprise locale alsacienne, dont le siège est à Mulhouse, mais où l'Eurométropole contribue à faire se rencontrer, se développer de ce type de projet innovant. Et la recherche montre l'impact sur la santé de l'activité physique adaptée. Donc je vous recommande tous de faire de l'activité physique régulièrement. Vous serez en bonne santé. Voilà, donc c'est une appli qui nous permet de faire quelques exercices physiques entre deux réunions virtuelles ou entre deux dossiers qu'on rédige sur notre écran. Et Farid. Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai cherché très longtemps, clairement, mais je n'ai pas trouvé d'application à vous proposer, puisque je n'en utilise quasiment aucune. Donc, on va dire assez sobre, en tout cas dans l'utilisation de mon téléphone. Donc j'en ai aucune à vous proposer. Par contre, j'ai pensé à quelque chose entre-temps, et en voyant Simplon, j'y pense par ailleurs. C'est un logiciel qui s'appelle Scratch, qui est à destination des plus jeunes et qui leur permet d'apprendre à coder, donc les bases du codage. Et c'est fantastique, c'est gratuit. Un enfant de 5 ans peut déjà commencer à coder s'il le souhaitait. Et voilà, l'outil est exceptionnel, Scratch. Merci pour toutes ces bonnes idées. Alors, par rapport aux participants, en réponse des participants, donc là j'ai Headspace, donc c'est une application de méditation. Donc on nous dit méditer chaque jour pour mieux se concentrer, mieux voir ses peurs et désirs, amorcer un changement intérieur qui se transfère à presque tous les aspects de la vie. Écologie spirituelle, point d'interrogation. Petit bambou en France, c'est cool aussi. Voilà, c'est l'unique réponse que j'ai pour l'instant, mais voilà. Eh bien, écoutez, comme ça, on aura un choix raisonnable dans les applis qu'on pourra peut-être essayer, tester. French IoT, concrètement, donc c'est un concours qui va sélectionner une quinzaine de startups par an pour les faire bénéficier d'un programme d'accompagnement complet sur mesure, de manière à les aider à accélérer leur croissance en favorisant d'une part leur mise en visibilité, en simplifiant les connexions avec le groupe, avec des mises en relation business, mais aussi à un volet de formation, puisque les startups vont participer à un bootcamp, vont suivre des sessions et des ateliers pratiques avec des experts, peuvent être mentorés par des collaborateurs au sein du groupe qui souhaitent partager leur expertise. La sélection se fait aussi avec nos partenaires, des partenaires, on va dire, des écosystèmes locaux pour être au plus près de l'innovation en région. On a un certain nombre de partenaires, on a plus de 100 en fait sur tout le territoire, qui sont des acteurs clés de l'innovation, du numérique, de l'entrepreneuriat. Cet écosystème est animé localement dans chaque région par nos référents du numérique du groupe La Poste, qui vont, on va dire, les faire participer à la sélection régionale des candidats. Et donc, tous ces partenaires se mobilisent à nos côtés pour faire la promotion du programme et pour nous aider à détecter les meilleurs projets en région. Après, il y a une notion très importante, c'est que depuis 2020, French IoT a twisté, ou on va dire détourné le sens de l'IoT, où le I devient impact et le T devient technologie, puisque cette dénomination doit traduire vraiment nos engagements, nos deux engagements forts sur lesquels on s'engage depuis 2020. Le premier engagement, c'est d'encourager l'entrepreneuriat féminin et plus particulièrement le numérique, l'entrepreneuriat dans le numérique à impact. Et pour cela, on s'est fixé un objectif de parité parmi les lauréats. Donc tous les ans depuis 2020, donc on a déjà 2 promos. On a 50% de nos lauréats qui sont des startups fondées ou cofondées par des femmes. Et le deuxième engagement, il concerne justement ce numérique à impact,
puisqu'on ne sélectionne plus que des entreprises qui ont un engagement fort soit en faveur de l'environnement ou du numérique éthique ou de la cohésion sociale territoriale ou encore pour la mixité. On a rajouté pour cela donc un critère sur l'impact, on va dire, et les candidatures sont sélectionnées sous cet angle-là, en plus évidemment des critères de sélection sur la base de l'innovation, de la robustesse de l'équipe, etc. Merci. Donc, pardon. Voilà. J'allais poser une question. Donc depuis 2015, c'est une centaine de startups qui ont été accompagnées, qui ont bénéficié de l'accélérateur. Donc, voilà, on a cette édition à notre historique, plus de 100 startups accélérées. Comme je l'ai dit, on a plus de 100 partenaires dans les écosystèmes régionaux. On a un vivier de 300 entreprises qui alimentent aussi tout le suivi des tendances dans le numérique et qui peut des fois faire émerger des solutions qui répondent à des enjeux du groupe. Et donc voilà après, ma question. C'est là que je pose ma question. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Oui, tout à fait. Mais avant, en fait, je voulais dire par rapport à l'impact dans les startups qui sont accompagnées, une fois qu'elles sont dans le programme, on va les connecter sur la plateforme ZEI. Donc, pour les encourager à suivre et à développer leur politique RSE, en fait, cette plateforme va leur mettre entre les mains un outil simple adapté aux entreprises de petite taille qui va les aider donc à suivre les critères et à être sûr que elles se développent en respectant c'est leur stratégie RSE. Et en plus, ils peuvent avoir accès grâce au programme au diagnostic ESG. Donc, il va leur permettre effectivement d'être en phase par rapport aux exigences des fonds impact pour les startups qui souhaitent lever des fonds. Donc, pour répondre à ta question, Stéphanie, finalement, en exemple de start-up, j'ai une belle histoire que j'aime bien partager. En fait, il s'agit de la start-up Atmotrack qui a fait partie de la promo French IoT 2017. Donc, cette start-up a rejoint le programme au moment où elle était en train de concevoir son prototype fonctionnel de capteurs de qualité de l'air, mais des capteurs qui sont fixes et mobiles. Et en même temps, cette start-up a suivi donc le programme, l'accompagnement. Et cet accompagnement a permis qu'elle rencontre et qu'elle collabore avec Geoptis, qui est la filiale du groupe La Poste, qui est spécialisée dans la collecte et le traitement de données géographiques et environnementales. Donc concrètement, Geoptis profite de la présence des facteurs 6 jours sur 7 sur le territoire pour équiper leurs véhicules avec différents types de capteurs qui permettent de remonter des données, qui présentent en fait un accompagnement, une aide à la décision aux politiques publiques dans le pilotage des plans d'action et de faire des prises de décision en faveur de l'environnement. Concrètement, Geoptis va utiliser aujourd'hui les capteurs d'Atmotrack en les installant sur les véhicules des facteurs pour monitorer la qualité de l'air dans les territoires. Et en fait, cette collaboration va permettre à Atmotrack d'une part d'effectuer en fait son activité et de proposer ses services sans nécessairement rajouter des véhicules supplémentaires. On profite des véhicules facteurs, des facteurs qui tournent et qui sont qui limitent énormément les émissions de CO2. Et en même temps, on va pouvoir fournir des cartographies en temps réel qui vont permettre aux collectivités de comprendre et d'analyser ce qui se passe concrètement sur le territoire en termes de qualité de l'air et de pollution. Merci. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui font appel au numérique, qui utilisent le numérique pour répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux, etc. Mais à quel point toutes ces solutions, toute cette technologie a un impact sur notre quotidien qui contribue vraiment à plus de solidarité, à un demain plus durable.
Et comment est-ce qu'on peut faire pour que le numérique reste un outil et pas une fin en soi? Alors, je voudrais proposer cette question d'abord à Frédéric. C'est une très très bonne question. Ça a été dit un peu en intro, mais pour mettre les pieds dans le plat, le numérique est une ressource critique non renouvelable. Donc ça, je le répète, le numérique est une ressource critique non renouvelable. Donc à partir du moment où on ne peut pas utiliser le numérique de manière infinie pour faire tout et n'importe quoi, est-ce qu'on priorise les photos de chats et les séries, ou est-ce qu'on priorise la télémédecine et je sais pas, les abeilles, pour prendre un exemple? Donc ça, c'est la question. Et donc ça, si c'est une ressource critique non renouvelable, la sobriété numérique et même la décroissance numérique, pour dire des gros mots, c'est l'horizon indépassable du numérique. Donc à partir de ce moment-là, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de numérique pour faire quelque chose? Et si on n'a pas besoin de numérique, en fait, on ne met pas de numérique. C'est aussi bête que ça. Mais donc, voilà, il y a un bouquin que j'aime bien, que vous pouvez lire en français ou en anglais, c'est Pour sauver le monde, cliquez ici, d'Evgeny Morozov. Non, le fait de mettre du numérique, ça, c'est pas une raison suffisante pour dire que ça va sauver le monde. Parfois, ça empire les choses. Donc voilà, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de numérique? Et quand on a besoin de numérique, quel est, on va dire, le dispositif éco-conçu, le plus responsable, le plus frugal qu'on peut mettre en place? Je prends souvent cet exemple qui est donné par l'Institut numérique responsable beaucoup, et je vous conseille d'assister à la table ronde avec l'Institut du numérique responsable tout à l'heure. C'est la meilleure façon de prévenir un usager qui a pris un billet de train qu'il a un retard. En fait, c'est pas l'application, c'est pas le site web, c'est de lui shooter un SMS. Et shooter un SMS, c'est beaucoup plus frugal que de faire une application dans le cloud et tout ça. Donc voilà, s'il n'y a pas besoin de numérique, vous en utilisez pas. Et si vous avez besoin de numérique, vous faites le truc le plus frugal possible et qui a le plus d'impact sur l'utilisateur sans en avoir sur l'environnement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Si, c'est bien. Et tu voulais aussi nous parler de Tech for Good? Oui, donc tout ce petit monde-là, des gens qui utilisent la technologie pour, on va dire, travailler sur les objectifs du développement durable. On pourrait dire que la Tech for Good, c'est ça. À l'Élysée, ils ont une autre définition de la Tech for Good, au Tech for Good Summit. C'est pas la même chose. C'est plutôt comment faire en sorte que les gens qui sont dans le numérique, et les GAFAM, pour pas les citer, fassent un petit peu mieux de choses pour nous. Donc, si on dit que la Tech for Good, c'est les gens qui utilisent la technologie pour faire des choses bien, il n'y avait pas de syndicat professionnel de ça. Il y avait France Digital d'un côté, il y avait le mouvement Impact France et le Move de l'autre, mais il n'y avait pas, on va dire, d'endroit où tous ces gens-là pouvaient travailler ensemble sur les modèles économiques, les modèles juridiques. Parce que quand vous faites de la Tech for Good, vous faites quoi? Vous faites une association, une ONG, une entreprise sociale, vous allez lever des fonds chez des fonds normaux, des fonds à impact. Enfin, il y avait plein de questions qui se posaient. Donc on a créé Tech for Good France dans cette optique-là il y a quelques années. J'en ai été le premier président et maintenant c'est Eva Sadoun de l'ITA et Jean Moreau de Phoenix qui sont deux bons exemples aussi de Tech for Good dans le crowd equity et puis le gaspillage alimentaire. Donc voilà, il y a plus d'une centaine d'adhérents et ça vient d'être fusionné avec le mouvement Impact France, donc l'ancien Move. Et donc voilà, maintenant la composante Tech for Good est représentée dans le monde de l'impact. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça va pousser cet écosystème à grandir, à être mieux financé, à être mieux écouté aussi des pouvoirs publics. Et surtout, c'est un écosystème qui est enraciné dans les territoires parce que c'est pareil, la Tech for Good, c'est pas un truc réservé à Station F et à 2-3 Parisiens. C'est dans tous les territoires, il y a de la Tech for Good et il faut que ça continue. Donc la Tech for Good, en quelques mots, c'est quand la technologie est centrale dans l'offre de services, que c'est une start-up et que c'est pour le bien commun. Absolument. Donc il suffit pas d'avoir juste un site web et de faire un truc. Voilà, ça c'est pas de la Tech for Good. C'est un alpha et un oméga malheureusement, mais d'utiliser la technologie pour un des 17 objectifs du développement durable ou plusieurs. Ça, voilà, ça peut être ça. Merci. Et je crois que Rémi aussi voulait nous parler un petit peu de ce qui se fait à l'Eurométropole pour que le numérique soit un outil au service d'eux et pas forcément une fin en soi. Alors, si je reste un peu dans le domaine de la santé, où je parle de ça aujourd'hui, le problème est d'autant plus important qu'on considère qu'il y a 1% des données de santé aujourd'hui qui sont numérisées et utilisées. Donc le potentiel est énorme. Et on voit avec l'imagerie médicale notamment que le risque est extrêmement élevé, de plus en plus d'utilisation du numérique. Donc évidemment, je partage les questions de sobriété qui ont été dites. La santé, c'est pas juste de la technologie. Il y a aussi du low-tech.
Il y a aussi de l'activité physique dont j'ai parlé tout à l'heure, ciel bleu par exemple. Voilà, il n'y a pas de technologie, c'est un petit peu d'activité physique. Et puis, si on regarde finalement la production de CO2, de gaz à effet de serre par le secteur de la santé, il y a le Shift Project qui a fait une analyse là-dessus. Il y a 46% qui sont liés à l'achat de médicaments et à la production de médicaments. Donc des solutions comme HypnoVR, par exemple, qui viennent diminuer la consommation de médicaments, ou des solutions comme Continuum Plus qui viennent diminuer la consommation de médicaments, contribuent. Et je pense que c'est important d'avoir comme boussole ce qui a été dit tout à l'heure, la boussole du bien commun finalement. Quel est l'impact à la fois social mais aussi environnemental des solutions que je développe. Et c'est ça qui permet finalement de choisir quel est le bon niveau technologique. Encore deux choses. Alors, à l'Eurométropole, on est signataire de la charte de l'Institut numérique responsable, évidemment. Je fais aussi la promotion, je vois qu'il y a ma collègue Sandrine André qui est dans la salle, qui a beaucoup accompagné un projet de réseau IoT, LoRa. Donc il y a des solutions techniques. Internet of Things. Voilà, Internet of Things. Ici, non pas Impact. Et donc il y a des solutions technologiques qui existent aussi, qui sont très faiblement consommatrices d'énergie, beaucoup plus faiblement consommatrices d'énergie que votre portable, par exemple. Et le deuxième poste sur les gaz à effet de serre dans la santé, c'est les transports des patients ou des visiteurs. Donc des solutions de télémédecine, dont je parlais tout à l'heure, au-delà même de l'impact transport, mais aussi de l'impact psychologique des personnes de se déplacer quand elles sont plus autonomes, ce sont aussi des solutions qui peuvent avoir un effet positif non seulement sur les personnes, mais aussi sur l'environnement. Merci Rémi. Et Farid, tu voulais nous dire un mot aussi sur ce sujet ? Oui, mais là je vais revenir effectivement à ce que l'on propose finalement chez Tech4Gaia. Tout à l'heure j'ai dit brièvement que l'on monitorait des colonies d'abeilles. Je vais faire un petit cours très rapide. Il faut savoir que les abeilles dans des ruches ne représentent que 5% des abeilles. 95% des abeilles sont des abeilles sauvages. Donc si vous rencontrez un jour une abeille, il y a 95% de chances qu'elle soit sauvage. Ça, c'est le premier élément. Mais finalement, ces abeilles ne représentent qu'une partie des pollinisateurs. Donc nous, on monitore ces abeilles spécifiquement parce qu'on a leur habitat et on peut le faire facilement. Par contre, la donnée qui est générée, finalement, est au service de tous ces autres pollinisateurs. Et finalement, l'intérêt de notre dispositif, il est de pouvoir dire sur le territoire, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a tout un tas de facteurs de mortalité qui touchent ces pollinisateurs. On parle beaucoup de pollinisation. Vous verrez que dans mon propos, on ne parle pas de miel finalement. Nous, c'est la pollinisation qui nous intéresse puisqu'elles sont à l'origine d'un tiers de notre alimentation. Donc voilà. Donc vraiment, on parle de pollinisation. Et en fait, la problématique, c'est qu'on a tout un tas de facteurs qui les touchent. Ça peut être le climat, il va faire trop chaud, trop froid. Ça va être des prédateurs. On a souvent parlé du frelon asiatique. Mais ce n'est pas le seul prédateur. Ça va être de mauvaises pratiques. Ça va être le manque de ressources alimentaires. Donc pas suffisamment de choses à butiner. Et puis, on aura également les pesticides qui font malheureusement partie des facteurs de mortalité. L'outil, finalement, puisqu'on parle d'IoT, donc c'est un objet connecté, va pouvoir permettre de capter des informations et pouvoir dire justement sur un territoire quel est le facteur de mortalité qui est en question chez vous. Si on prend l'Eurométropole de Strasbourg, par exemple, on est sur un territoire, donc zéro phyto en ville. Donc dans l'absolu, en ville, la problématique n'est pas liée aux pesticides. Par contre, sur les environs, on a des agriculteurs qui potentiellement en utilisent. Si effectivement on constate que c'est lié à des pesticides, on va pouvoir informer la collectivité, non pas pour dire taper sur l'agriculteur, mais plutôt accompagner-le dans un changement de pratique, accompagner-le vers du bio, puisque ça prend près de 3 ans pour changer sa pratique en termes de production agricole. Et une fois qu'il est autonome, une fois qu'il y a effectivement une valeur ajoutée dans ce qu'il a produit, il est autonome, vous n'avez plus besoin de l'assister. Par contre, si sur votre territoire ce n'est pas la problématique, donc les pesticides ne sont pas la problématique, et que c'est lié à autre chose, on va pouvoir également le notifier et la collectivité orientera les financements dans la bonne direction. Donc finalement, on parle d'une donnée qui est au service d'un territoire, et là on parle de finalement une notion qui est peu connue, mais c'est le jumeau numérique. Donc jumeau numérique pour une ville durable. Donc on va pouvoir accompagner les territoires dans ce sens-là, mais c'est accompagner derrière les agriculteurs donc vers du bio finalement, mais également les apiculteurs, puisqu'on va pouvoir automatiser des actions à distance pour pouvoir traiter également ces abeilles avec des produits naturels et non plus forcément des produits phytosanitaires. Donc il y a également une pratique apicole à modifier et que l'on peut accompagner à travers le dispositif.
Et puis réduire les déplacements, on parle d'émissions de CO2. Une fois sur 3, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un apiculteur se déplace trop tôt ou trop tard. Donc s'il y va trop tôt, c'est pas très grave, si ce n'est qu'il a effectivement consommé un peu d'énergie, mais quand il y va trop tard, il perd une colonie. Donc vous voyez, on est sur ces deux pans-là, c'est le bio et réduire les déplacements de ces apiculteurs. Voilà. Parfait. Et on va aborder la dernière question. Alors, si un porteur de projet, ou si moi, demain, je voulais me lancer dans un projet Tech for Good qui fait appel au numérique, comment est-ce que je pourrais m'y prendre? Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil? Par où commencer? Comment se lancer? Par qui se faire accompagner? Quel conseil vous nous donneriez, Frédéric? Je reviens sur mon premier conseil. Peut-être que vous n'avez pas besoin de numérique dans votre projet à impact. La deuxième chose, c'est que si on porte un projet, il faut que ce projet il ait lui-même intrinsèquement un impact très fort. J'ai envie de dire, c'est une blague chez les geeks, mais on sait qu'il y a une application qui a été faite plus de 12 000 fois dans des hackathons sur la planète. Donc elle a été refaite 12 000 fois, parce qu'en fait, il n'y a pas de capitalisation. C'est l'application qui permet de géolocaliser les toilettes les plus proches. Voilà. C'est tellement important qu'on l'a refait 12 000 fois. Donc voilà. Donc si vous êtes un porteur de projet, essayez de ne pas refaire ce qui est déjà là. Allez rejoindre un projet et essayez d'être sûr que votre projet il va amener une vraie valeur et que vous allez pouvoir bénéficier d'une traction très forte, qu'il a un véritable impact. Parce qu'il y a une grande mode de la quête de sens, mais j'ai envie de dire, si vous avez un projet qui vient réinventer la roue, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je dis juste que peut-être votre énergie, vous pouvez l'utiliser autrement. Donc ça, c'est un peu... désolé pour la réponse un peu douche froide. Et la troisième, sinon, on est dans un pays qui accompagne très, très, très bien l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat à impact. Il y a des gens comme France Active, il y a plein d'incubateurs, il y a plein de fonds à impact, il y a vraiment plein de réseaux. Donc voilà, renseignez-vous auprès de ces réseaux-là. Mais je dirais que je ne sais pas si on est le pays au monde qui accompagne le mieux, mais en tout cas, on sait que c'est un paradis pour les entrepreneurs, la France, et que le mot est français d'ailleurs, French entrepreneur, lol. Et on a Pôle emploi, et on a plein de choses qui nous permettent de faire des choses incroyables. Donc voilà, vous êtes dans le bon pays pour faire ça, mais ne vous jetez pas dans un truc juste pour le plaisir de vous faire plaisir, quoi. Essayez de faire la différence. Et peut-être un autre truc, on a dit que la Tech for Good, c'était réservé à une élite de start-upers, etc. Vous êtes tous dans la Tech for Good. Tout le monde est dans le numérique. N'importe quelle boîte, n'importe quelle organisation, n'importe quelle collectivité a un impact écologique du numérique. Donc quand vous embauchez un alternant de Simplon, vous êtes dans la Tech for Good. Quand vous faites un site accessible aux personnes en situation de handicap, vous êtes dans la Tech for Good. On est tous dans la Tech for Good. Merci. Alors, on va continuer. Je crois que Farid avait une réponse un petit peu dans le même sens. Je vous demanderai juste d'être assez succinct parce que le temps tourne et j'aimerais qu'on gagne quelques minutes pour les questions éventuelles. Donc, je vais essayer d'être très bref. Nous, notre projet, c'était un projet associatif au début. Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, on a été accompagné par l'Eurométropole de Strasbourg à plusieurs reprises. Donc, effectivement, sur le territoire, on a tout un tas de dispositifs qui vous permettent de développer votre solution, votre idée. Vous avez, tu l'as dit, des incubateurs. Sur la notion de financement, on a tout un tas de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la région, effectivement, on est plutôt bon sur le conseil finalement, puisque vous avez à voir, France Active, on a Simplon, on a tout un tas d'écoles d'ingénieurs qui prennent ce pendant, donc de s'orienter vers l'économie verte. On a d'ailleurs un département, économie verte à Strasbourg. Et derrière, finalement, vous avez aussi des entrepreneurs. Moi, je suis un jeune entrepreneur, je suis enseignant normalement, donc je ne suis pas start-upper à la base. Et en fait, nous, on est prêt à partager finalement notre expérience. Donc, vous avez tout un tas d'entrepreneurs que vous pouvez solliciter également sur tout un tas d'événements qui s'organisent. Je pense du coup à la French Tech, Strasbourg en l'occurrence, mais voilà, on est présent au niveau national. Et vous allez avoir du conseil dans tous les sens. Donc, c'est vraiment la période pour innover quand vous avez une idée verte, parce que voilà, l'écosystème est présent et il est prêt à vous porter, en tout cas à porter vos idées le plus loin possible. Merci. Donc Rémi peut enchaîner. Première question, c'est effectivement à quel problème vous voulez contribuer à résoudre. Et plus vous approchez de définition du bien commun, plus vous arriverez à fédérer autour de votre projet. Si c'est dans le numérique général, je ne peux que recommander mon cher collègue Arnaud Guittard qui anime La Ruche, donc les filières du numérique. Voilà. Donc c'est
comment dire, une communauté informelle de ceux qui sont intéressés par le numérique sur Strasbourg. Donc rejoignez la ruche. Et si vous travaillez dans la santé, on a toute une série d'acteurs. SEMIA, qui est le premier incubateur en santé en France. Il y a Prism, dont je n'ai pas parlé, qui est un organisme aussi qui accompagne sur les questions techniques de données de santé, de réglementation, etc. Et sur ces outils-là. Et on est en train également de contribuer à un fonds d'impact spécialisé dans la santé qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Merci Rémi. Et j'appelle Victoria à l'écran. À la Poste, il y a beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Alors, moi, je voulais te dire, Stéphanie, entreprendre, c'est une aventure à la fois passionnante, mais très éprouvante. Donc, avant tout, il faut, une fois que vous avez un petit peu cerné le contour de votre projet, il faut s'accompagner. Il faut se faire accompagner, pardon. Et à la Poste, on a différents programmes qui sont adaptés en fonction de dans quel secteur vous êtes ou quel niveau de maturité vous avez. On a les coups de cœur Femmes du numérique, qui est une initiative qui a été lancée en 2019 pour accompagner les femmes qui innovent et qui développent des services numériques à impact. Et à travers cet accompagnement, elles peuvent se faire aider pour lancer leur première campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank. Si vous êtes un peu plus avancé et dans des thématiques plutôt AssureTech, FinTech, LegalTech, il y a l'incubateur de la Banque Postale qui s'appelle Plateforme 58 qui va proposer à la fois un accompagnement et un hébergement de start-up. Évidemment, vous avez le programme French IoT qui, lui, il est plus orienté autour de 4 thématiques qui sont la e-santé, les services de proximité, les services aux entreprises et le secteur public. Donc, à travers la candidature au concours, vous pouvez déposer votre dossier tous les ans autour de début avril sur la plateforme en ligne. Et puis à la fin, on a le nouvel outil d'investissement du groupe qui est la Post Venture, qui est un fonds qui prend des prises de participation minoritaires, donc en seed ou en série A, dans des startups qui développent des services numériques à impact. Et donc, c'est les premiers financements qui peuvent arriver pour vous aider à vous développer. Merci, c'était bref et concis. Alors, on a un peu moins de 10 minutes pour les questions. Alors, j'ai là quelques questions qui sont adressées directement aux intervenants. Et j'ai une question générale. Alors, j'ai une information. Donc, une conférence du Shift Project avec pour sujet « Décarbonons la santé pour soigner durablement » a lieu le 25 novembre à 18h. Et puis, j'ai une question un peu polémique pour Rémi autour des données de santé, qui sont quand même des données personnelles. Donc, quid des conflits d'intérêts et des risques de sécurité ? C'est la question. On se rappelle de Cambridge Analytica et Facebook, des autres fuites massives de données personnelles des dernières années. Comment est maîtrisé ce risque ? Comment être sûr que la data citoyenne n'est pas détournée ? Bon, c'est une question qui est très vaste. Si vous voulez donner une réponse... Aujourd'hui, c'est vraiment l'État qui a la main sur la structuration de ce partage de données de santé. Et c'est même, j'allais dire, au cœur de la stratégie de l'articulation entre la ville, les médecins de ville et l'hôpital. Donc voilà, ce n'est pas l'Eurométropole qui pilote ça. Et nous, quand on travaille à l'échelle locale, comme j'expliquais tout à l'heure, pour identifier les hospitalisations évitables, évidemment, tout ça est contractualisé et avec la CPM, l'ARS, avec un niveau de contrôle et un niveau de protection de l'individu qui est extrêmement, extrêmement élevé. Voilà. Après, c'est sûr que les applications... qui se développent dans le numérique, c'est-à-dire chaque porteur de projet est responsable de ce qu'il propose, mais la réglementation est extrêmement forte dans le domaine de la santé. Donc voilà, il y a quand même toute une série de barrières importantes et de contrôles importants sur ces questions-là qui sont essentielles. Frédéric, j'ai l'impression que tu as envie de dire quelque chose. Oui, non, juste signaler qu'il y a une expérimentation. On a des écoles IA avec le CHU de Nancy, Saint-Plon,
Et donc là, c'est à l'initiative du CHU qui a partagé une partie de ces données, mais les données restent, en fait, l'école, elle est dans le CHU de Nancy. Donc on reste dans le réseau local de l'hôpital. Et donc c'est lui qui a volontairement partagé ces données. Et d'ailleurs, c'est des applications sur la partie impact du sport sur la santé. Donc c'est assez sympa. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, faut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Il y a aussi un intérêt à partager certaines données dans un cadre qui doit être très contraignant, parce que ça amène des bénéfices incroyables. Merci. Farid, tu voulais dire aussi quelque chose ? Je rebondis sur le partage de données, puisqu'effectivement, on va parler de l'open data. Donc, il y a des données qui doivent être partageables et montrées, puisque ça permet de montrer l'action finalement qu'il y a sur des territoires. Qu'est-ce que l'on fait finalement pour la biodiversité ou pour l'environnement ? Donc, partager la donnée, il y a un intérêt à le faire forcément. Il y a toujours un certain nombre de données qui sont valorisées. Et là, on parle de business, donc modèle économique. Là, effectivement, il y a une revente, mais certaines données doivent être partageables. C'est incontournable. Alors, je vous invite, si vous avez encore une question à poser, à utiliser Evensia pour poser la question. Moi, je les vois apparaître là. Il nous reste 2 minutes. Si je ne vois pas apparaître d'autres questions, moi, j'ai préparé une question. Alors, pour celui ou celle qui veut, dans quel domaine est-ce que vous trouvez que le numérique peut réellement contribuer au bien commun ? Et dans quel domaine, au contraire, il n'a pas sa place ? La question qui tue. Non, mais je sais pas, le numérique est très invasif, il a des applications dans tout, donc je vois pas de domaine où il serait complètement prohibé. Peut-être si, j'en vois un, il suffit de creuser, hein. Peut-être celui de la petite enfance, où là je me dis, et encore, c'est-à-dire l'impact des écrans et du numérique sur la petite enfance, on sait qu'il est assez bien documenté, qu'il n'est pas forcément d'une très grande valeur ajoutée, au contraire. En revanche, pourquoi les auxiliaires de puériculture et le monde de la petite enfance n'auraient pas besoin du numérique pour mieux prendre en charge nos enfants, sans les exposer à des écrans, voilà. Donc j'arrive pas à trouver un... Voilà. Je pensais en avoir trouvé un avec la petite enfance, mais non. La localisation de WC. Par exemple. Il suffit de demander elles sont où les toilettes, et en fait c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de numérique, 0 impact. Ok, j'ai une question que je vous lis. Comment savoir si le plus frugal est l'ancien monde ou le numérique ? Exemple, les affiches ou les écrans des abribus. Et bien là, la réponse, elle est toute trouvée. Ça s'appelle l'analyse du cycle de vie. Et donc, faire une analyse ACV, ça vous montrera que le télétravail ne pollue pas moins, que la dématérialisation des factures ne pollue pas moins qu'une bonne vieille facture papier envoyée par la poste. Et donc, voilà, l'analyse du cycle de vie, c'est ça le juge de paix. Donc, effectivement, entre un affichage 4x3 dans le métro et puis un billboard sur un réseau de publicité en ligne, bah voilà, ça se calcule ça. Donc voilà, il faut faire ce travail-là et c'est très contre-intuitif, hein. Tu as dit 3 ou 4 fois virtuel, il n'y a rien de virtuel dans le numérique, il n'y a pas plus matériel que le numérique. C'est des câbles, des data centers, tout ce que vous voulez. Donc voilà, la virtualité n'existe pas. Donc il faut faire l'analyse du cycle de vie. Merci. Bon, ben, on va même respecter le timing. Du coup, on va clôturer cette table ronde. Merci à tous les 4 pour vos témoignages. On espère que ça aura éveillé votre curiosité, à vous les participants, peut-être de nouvelles idées, peut-être que vous avez été inspirés pour mettre vos idées au service d'un monde plus durable et plus solidaire. N'hésitez pas à discuter avec les intervenants, si vous le souhaitez, à l'issue de la table ronde en direct. Et si ce sujet vous a intéressé, eh bien, il y a de fortes chances que vous aimiez aussi 2 ateliers qui ont eu lieu cet après-midi. Le premier, c'est l'atelier numéro 7 qui s'appelle « Réduire son empreinte numérique. Quel levier d'action ?» Donc, ça continuera la discussion sur l'empreinte environnementale du numérique. Et l'autre, c'est l'atelier participatif numéro 9. Il était une fois, dès demain souhaitable, un atelier d'écriture collaborative autour de la question « Et si demain, nous vivions en harmonie avec les hommes, les femmes, les ressources et l'environnement naturel de nos biorégions ?» Donc, tous les deux ont lieu à 14h. Vous trouverez les salles. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Bonne journée.